Salut à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast Une vie de liberté. Je suis Tony, entrepreneur, marchand de biens et investisseur. Auparavant chef d'entreprise, prisonnier d'une belle rat race, ce métro, boulot, dodo infernal, j'ai fait un burn-out en 2012 qui a tout remis en question. Et peut-être pas tant que ça parce que j'en ai fait un autre en 2016. Parce que je voulais changer de vie pour tout simplement vivre, avoir du temps pour profiter de ma famille et de mes proches, voyager et faire au quotidien une activité riche de sens. Grâce à mes investissements, j'ai réussi à atteindre mon indépendance financière en 2018 et depuis 2019, je partage ma passion de la liberté tous les 15 jours sur ce podcast et dans tous mes contenus. Je parle beaucoup d'argent et d'investissement, mais aussi de développement personnel avec parfois une pointe de philo, de dépassement de soi et surtout, de cette belle, chère et tendre liberté. Parce que même si l'argent est indispensable pour être libre dans ses poches, et on va en parler encore dans le podcast de cette semaine, je suis convaincu que la liberté ne vaut rien si l'on n'apprend pas d'abord à être libre dans sa tête. Et si d'aventure vous désirez aller plus loin avec moi, je vous propose des livres, des coachings ainsi que des programmes de formation en ligne pour vous permettre d'accélérer votre route vers la liberté. Et si vous voulez un avant-goût de tout ça, je vous ai même préparé une formation complète de plus d'1h20, totalement gratuite, qui s'appelle Les 4 piliers de l'indépendance financière. Elle a déjà été téléchargée plus de 1200 fois et elle réunit et elle explique tous les leviers que j'ai utilisés et que j'utilise encore pour vivre cette belle liberté au quotidien. Tout ça est disponible sur notre site www.abinvest.net ou en description de cet épisode. Et vous l'avez entendu à ma voix, juste avant de mettre le micro de ce podcast, je me regardais dans le retour de la caméra et je disais à Luc, mon podcast manager, c'est plus qu'un monteur Luc aujourd'hui, je lui disais qu'est-ce que c'est bien de faire ça, qu'est-ce qu'on a de la chance de faire ça. Et on va en parler dans ce podcast de toutes ces choses-là qui font le plaisir de faire les choses qu'on aime. Donc vous l'avez compris, on tape le micro, c'est à nouveau avec un grand plaisir que je vous retrouve dans cet épisode. Et on va pas déroger à la règle, on va le commencer comme je le fais tous les 15 jours en remerciant tous les gens qui m'ont écrit sur YouTube suite au podcast de la dernière quinzaine. Et il y en a cette semaine, on va aussi en parler. Clément, Sylvie, Yann, Nicolas, Un Bon Bœuf, ça ne s'invente pas, Road to ODR8, Jonathan, Florian, Kevin, Marceau, Victor, Julien, Mathieu, Romain, Nori, Pierre-Alexis, Olivier, David, Mika, Adrien, Alpha et Yann. Merci à tous pour vos messages. Vous m'avez régalé. Et en plus, le podcast de la dernière quinzaine étant un peu polémique, dirons-nous, il y a un paquet d'entre vous qui sont venus en message privé. Donc, je donnerai un peu la teneur aussi de ces messages. Nous sommes 5357 sur YouTube. Petit à petit, les 6000 commencent à être en ligne de mire. Et d'ailleurs, ces derniers temps, sur la chaîne des Gentlemen aussi, on a beaucoup progressé parce que j'ai une vidéo qui a buzzé, je vous en parlerai. Donc c'est cool, ça fait vraiment plaisir tout ça. Ça monte petit à petit, 464 notes sur Apple Podcast, 2 notes de plus. Donc un grand merci à Sam pour ton commentaire et ton message et ton commentaire 5 étoiles. Ça fait vraiment plaisir. Je vous rappelle que si vous voulez me contacter, bien entendu, le plus simple, c'est de le faire sur Insta. C'est là où je suis le plus présent. Mon seul et unique compte, Une vie de liberté, avec la petite étoile bleue que je rack tous les mois pour vous éviter les arnaques crypto, quoique les arnaques crypto, là, comme le marché crypto est en train de dormir, ça s'est un peu calmé, donc c'est déjà pas mal. Mais voilà, encore une fois, un grand merci à tous ceux qui prennent le temps de liker, de commenter, de partager mes contenus. C'est vous qui faites vivre tout ce contenu, donc merci à vous. Et je vous propose qu'on commence par les news. Et vous l'avez vu cette semaine, je suis un peu excité. Donc, on va prendre le temps quand même de faire les news. On va prendre le temps de calmer tout ça parce que en plus, je pense aujourd'hui, j'ai pas mal de notes, donc ça va être un long podcast. On va passer un bon moment ensemble. La première news, c'est que la semaine dernière, pour ceux qui m'ont suivi sur Insta, j'étais à Morzine pour faire du parapente et c'était une semaine de parapente sans parapente, malheureusement. Donc, une semaine où je suis resté très terre à terre, assez au sol, mais ça fait toujours plaisir. C'est surtout ça que je veux vous partager. On l'a su assez rapidement qu'on ne volerait pas. Et on a pris quand même la décision de partir à la montagne. Et ça fait toujours du bien, une bonne semaine à la montagne. C'est des décors que j'aime beaucoup, qui m'inspirent. Et du coup, j'ai eu beaucoup plus de temps pour moi que quand je suis dans plutôt le tumulte du quotidien ici. Et j'ai eu le temps de faire la semaine de lancement pour Bourse Exponentielle. Donc, on va en parler aussi tout à l'heure de vos retours sur cette formation. Ça m'a vraiment touché.
Donc, une semaine de parapente sans parapente. Et cette semaine, là, au moment où vous écoutez ce podcast, je suis en Sardaigne pour le séminaire moto des Gentlemen Investisseurs, le Freedom Bike Tour numéro 4 déjà. Ça me paraît zinzin à chaque fois que je réalise que les événements s'enchaînent d'année en année comme ça. Déjà le numéro 4. Après la Corse, après Auvergne-Cévennes, après le Maroc, on sera donc en Sardaigne. Donc j'espère que ce sera une semaine de moto avec de la moto, pour le coup, qu'il pleuvra pas trop et qu'on passera des bons moments, mais a priori, ça devrait être le cas. Donc, si vous voulez voir des belles images cette semaine, n'hésitez pas à venir me voir sur Instagram. Je vous invite même à venir me voir sur Instagram parce que on va partager ce voyage et je pense qu'on va ramener aussi de belles images. Je ne connais pas du tout la Sardaigne, j'ai adoré la Corse. Pour moi, c'est un des plus beaux endroits que j'ai visités de pays. C'est pas un pays, c'est un département français, mais de tous les endroits que j'ai visités, c'est vraiment pour moi un des plus beaux, la Corse. Donc, voilà, si la Sardaigne c'est aussi beau, j'aurai la réponse dans quelques jours maintenant. Je vous avais parlé du séminaire de Nicolas Popovic à Nîmes le 5 octobre. C'est reporté, donc voilà, si vous veniez me voir le 5 octobre à Nîmes, vous saurez que, vous le savez sûrement déjà, c'est reporté, sûrement au mois de mai. Donc voilà, ce n'est que partie remise, mais on se verra pas là, on se verra un peu plus tard. Je vous parlais du parapente justement, où j'ai eu du temps du coup pour la sortie de Bourse Exponentielle parce que à la montagne, quand on a prévu sa semaine entière pour voler et qu'on vole pas, forcément, on a un peu de temps. Alors, j'ai toujours du boulot, ça, je me fais pas de soucis. Mais du coup, j'ai vraiment eu le temps de faire un vrai lancement pour Bourse Exponentielle sur une semaine entière, du lundi au dimanche soir. Et donc, c'est le plus gros lancement que j'ai jamais fait en termes de nombre de ventes. Donc, je vous remercie infiniment. Ça me montre plein de choses. Ça me montre que déjà, vous me faites confiance. Donc, ça me touche énormément. Voilà, j'ai fait vraiment de mon mieux pour cette formation. J'ai soigné aussi bien la forme, pour le coup, parce que pour ceux qui l'ont prise, par rapport à la précédente formation sur la bourse, investir sereinement en ETF, je débutais dans le fond primait, parce que la forme n'était pas ouf. Et là, il y a une vraie forme, avec un montage, avec... voilà, c'est dans le studio, c'est ici, mais de la musique, des animations. Donc, vous voyez mon écran avec ma petite tête dans un coin. Enfin, c'est vraiment bien fait. Luc c'est vraiment démené pour faire un super montage. Ça fait une formation de presque 4 heures une fois montée. Je crois qu'il y a 3h56, enfin pratiquement 4 heures une fois montée. Et le message passe encore mieux parce que le fond est là, le son, c'est le son de mon micro, donc c'est du super son. Je suis vraiment content de ça. Et bien entendu, ça c'est juste l'emballage. Mais le fond, j'en suis très fier parce que j'ai passé énormément de temps sur la bourse ces dernières années pour transmettre ce que je sais. Et voilà, donc ça montre que déjà vous me faites confiance. Ça montre aussi qu'il y a une demande sur la bourse. Il y a vraiment finalement très peu de contenu. Sur l'immobilier, il y a beaucoup de contenu de formation, mais sur la bourse, il n'y en a pas beaucoup. Il y a beaucoup de miroirs aux alouettes. Il y a beaucoup de gens qui vous apprennent à faire du trading, qui vous apprennent à faire du stock picking, du choix d'actions. C'est tout des choses qui, sur le long terme, ne fonctionnent pas. Il y a beaucoup de formations sur les actions à dividendes. Et ça, moi, j'aime pas bien parce que c'est pour vous vendre aussi des mises à jour. Parfois, tiens, cette action, elle a changé, passe sur celle-ci. Moi, avec ce que j'aime avec les ETF, c'est que voilà, on se forme pendant 4 heures et ensuite, c'est pour la vie parce qu'on va suivre les marchés. Donc, c'est ce que j'aime. J'ai des gens qui m'ont demandé si c'était vraiment littéralement 5 minutes par mois. Et une fois qu'on est formé, oui, c'est vraiment littéralement 5 minutes par mois, la gestion de mon portefeuille. Donc, c'est ce que j'aime, c'est ce qui est fantastique avec cette méthode. Et donc, ça montre que voilà, il y a un besoin pour la formation sur la bourse. Et je suis content d'avoir apporté ma pierre à l'édifice, ma réponse en tout cas. Je dis pas qu'il n'y a pas d'autres chemins, mais pour avoir analysé tout ça depuis plus de 16 ans maintenant, je suis convaincu que c'est le chemin le plus efficace. C'est ce que je vous montre là. Donc, encore une fois, merci à tous ceux qui m'ont fait confiance. Aujourd'hui, la formation, elle est revenue à son prix initial. Elle est à 247 €. Elle était à moins 20%, donc elle est 50 € plus chère. Mais je vous garantis pour ceux qui ne l'auraient pas prise avant et qui sentiraient déçus de ne pas avoir pris la promotion, ne vous inquiétez pas, vous en aurez pour votre argent, c'est vraiment garanti. Donc merci encore à tous, voilà, c'est juste pour vous dire merci. Il faut que je vous parle d'une vidéo que j'ai fait justement en fin de semaine dernière sur la chaîne des Gentlemen Investisseurs. Avec Yann, on s'est dit ces derniers temps, j'aimerais que sur la chaîne des Gentlemen, il n'y a que 2 podcasts qui sont publiés chaque mois, puisque les 2 autres sont sur le groupe privé, sur le Patreon. J'ai dit à Yann, je pense que ça serait bien qu'on fasse de temps en temps du contenu
vraiment improvisé, du contenu hyper naturel, où justement on fait pas du tout de montage, on se filme, donc Yann se filmait sur son tapis de marche, pour vous dire. Moi, l'endroit où je passe quand même le plus de temps, parce que j'habite enfin pas le plus de temps, mais où je passe beaucoup de temps et où j'ai du temps surtout, c'est dans ma voiture, parce que je vis à la campagne. Ma salle de CrossFit est à 25 minutes. Il y a beaucoup de trucs qui sont entre 20 minutes et une demi-heure, donc j'ai du temps de trajet. Et habituellement, je prépare mes sujets. Quand je vais tourner une vidéo en voiture qui est pour ma chaîne YouTube, pour Une vie de liberté, je la prépare quand même pas mal. Donc j'ai toujours mon ordi à côté. Des fois, je m'arrête pour regarder si j'ai pas oublié de dire un truc. Il y a quand même un peu de montage. Donc pour faire une vidéo d'une demi-heure, ça me prend facilement 40 à 50 minutes. Alors que là, on s'est dit, on veut du contenu vraiment spontané. Et là, c'est ce que j'ai fait. J'ai mis ma caméra dans la voiture. La vidéo dure une demi-heure. Il y a 0 cut. D'ailleurs, c'est drôle parce que la caméra tombe 2 fois quand même. Et je remets la ventouse sur le pare-brise. Donc, bien entendu, il y a des gens qui ont eu peur. Ils disent, oui, tu te filmes en voiture. Je suis en pleine campagne. On a croisé 2 voitures, je crois, sur la vidéo. Donc, c'est vraiment, vraiment... Si vous connaissez pas le Massif Central, c'est magnifique. Mais quand vous commencez à rentrer dans le Massif Central pur, on croise pas beaucoup de voitures. Donc voilà. Et cette vidéo, elle a énormément plu. Elle a enregistré 4000 vues en 5 jours. Donc, c'est énorme. Hein. C'est le meilleur démarrage de la chaîne des Gentlemen Investisseurs. Ça commence à battre les records d'Une vie de liberté. Aujourd'hui, sur la chaîne YouTube d'Une vie de liberté, la vidéo la plus vue, c'est celle de la Porsche, qui est pratiquement à 50 000 vues. Mais tout de suite en dessous, on est sur des vidéos à 4 5 000 vues. Donc pour moi, c'est vraiment un record. Il y a même des gens qui nous ont découvert. Peut-être que tu m'as découvert avec cette vidéo et que tu es en train d'écouter ce podcast aussi ou de le regarder sur YouTube. Donc, encore une fois, ce qui compte, c'est les idées. L'emballage, c'est bien. Là, j'ai même pas de micro. Hein. Le son est dégueulasse. C'est le son de l'iPhone. Donc... mais je me suis dit, voilà, on veut des vidéos raw, voilà, vraiment brutes de pommes. Donc, faut pas se compliquer la vie. On met la caméra, on parle. Et là, c'est un sujet dont j'avais parlé en story, mais je voulais que ça reste. Et mine de rien, ça a vraiment intéressé les gens. Je vous inviterai à le voir. C'est sur le passage de l'immobilier à la bourse, justement. Elle tombait le jour de la sortie de Bourse Exponentielle, enfin dernier week-end de sortie. Donc, en plus, c'était vraiment dans le thème. J'étais à fond dans la bourse dans cette semaine. Donc, ça tombait bien. Et comme quoi, voilà, des fois, il faut pas se compliquer la vie et vous le verrez, ce sera tout l'enjeu du sujet de podcast de cette semaine. Si tu as envie de faire un truc, fais-le. Comme disait Orelsan dans sa chanson, hein, si tu veux faire des films, tu as juste besoin d'un truc qui filme. Et les idées, elles priment vraiment sur la forme, pour le coup. En tout cas, quand moi, en tant que créateur de contenu, mon but, c'est de transmettre des idées. Là, mes idées priment vraiment sur la forme. Donc... ne vous prenez pas trop la tête, mettez-vous en mouvement, vous verrez, je ne vais pas trop en dire maintenant parce que ce sera tout le sujet de cette semaine. Mais des fois, on va se prendre la tête. Et typiquement, quand je tourne Une vie de liberté, c'est le plus chiant. C'est le plus chiant. J'ai une lumière ici, j'ai une lumière là, j'ai le micro, j'ai l'enregistreur, j'ai mon texte en prompteur pour ne pas avoir à regarder quelque chose qui est à côté. J'ai la caméra en face de moi. J'ai tout le décor à pas oublier d'allumer derrière, là, tous ces petits trucs, ça fait des lumières derrière. J'ai le fond flou à bien penser. J'ai un retour caméra pour être sûr que j'ai pas oublié de mettre le mode avion sur mon iPhone, parce que je me filme à l'iPhone, que j'ai pas oublié que la caméra s'éteigne pas, par exemple, ou n'importe quoi, que je perde pas le contenu, que je jette quand même un coup d'œil de temps en temps sur l'enregistreur pour être sûr qu'il enregistre toujours. Et au final, c'est par rapport à avant, quand j'en enregistrais que ma voix, là, je m'en fichais, quoi. Je pouvais y aller pas rasé, parce qu'il y a encore ça, voilà, de devenir présentable. C'est quand même la moindre des choses. C'est une vidéo qui va rester, puis c'est un long plan séquence sur ma tronche. C'est pas le plus, comment dirais-je, le plus confortable. Et c'est pas j'adore tourner ces vidéos au bout d'un moment, quand on prend l'habitude, on oublie la caméra. Mais comme quoi, ces vidéos-là, ces podcasts d'Une vie de liberté, typiquement le dernier, en 15 jours, il a fait 2000 vues sur YouTube. Alors bien sûr, c'est beaucoup plus écouté sur les plateformes de podcast. Là, ce contenu-là, il est que sur la chaîne YouTube des Gentlemen Investisseurs. Mais si je parle de YouTube, la vidéo est 2 fois plus vue, donc mon message est 2 fois plus reçu. Alors que en termes de qualité d'image, de production, oh là là, c'est rien du tout, quoi. De l'autre côté, je m'assure juste que je me filme même pas avec les 3 objectifs à l'arrière de l'iPhone, je me filme avec la caméra frontale. Celle qui a une qualité dégueu. Mais voilà, il ne faut pas que le téléphone tourne et que je filme le plafonnier de la bagnole. Donc là, je filme avec les objectifs arrière.
Mais tout ça pour dire en gros typiquement que si vous avez envie de faire un truc, bien sûr, faut pas que le son soit éclaté, inaudible ou que l'image soit complètement dégueulasse. Là, on se filme avec des outils modernes quand même. Même le son de l'iPhone en voiture, il est correct. Et en plus, aujourd'hui, on a des filtres IA pour le rendre un peu meilleur si on veut. Mais voilà, parfois, c'est surprenant. C'est surprenant la création de contenu. Des fois, on va passer des heures et des heures sur une vidéo, sur le contenu, sur le côté le fait qu'elle soit vraiment bien léchée, vraiment bien, que l'image soit propre, que le son soit propre. Et des fois, on drop juste un truc qui vient du cœur avec des idées et ça cartonne. Donc, c'est complètement fou. Et c'est ce qui fait aussi la beauté de la création de contenu. J'ai encore 3 petites choses à vous dire. Le prochain coaching intensif, nouveau départ. Ça, c'est mes sessions de PNL avec Fab, où on prend 10 participants. La date du mois de novembre est complète. Il y aura prochainement une date au mois de juin 2025. On vous donnera la date vraiment très prochainement. Donc voilà, ne traînez pas trop. On n'en fait plus que 2 par an. Avant, on en faisait 3. Maintenant, c'est plus que 2. Donc, ça sera aussi très vite là. Et on prend que 10 places, donc ça partira aussi assez vite. La parenthèse indépendance numéro 7, du 7 au 9 octobre. Ça y est, c'est complet. Donc les parenthèses indépendance, ça c'est nos coachings avec toute la team GI, avec Yann, avec Fabien, avec Benjamin, mon associé. Et ces coachings-là, on en fait aussi plus qu'un seul par an maintenant. Donc le prochain sera en octobre 2025. Je vous donnerai très bientôt les dates. On prend que 16 participants. Donc pareil, ne traînez pas trop, quoi. Si ça vous tente, maintenant qu'il n'y en a plus qu'une par an, je pense que ça partira assez vite. Et le prochain mastermind qu'on fera ensemble, ça sera un mastermind inédit. C'est le seul qu'on a rajouté. Par rapport aux autres, on en a enlevé plusieurs, mais on en a rajouté juste un. Ce sera un mastermind autour de l'entrepreneuriat, parce que ça intéresse beaucoup de gens. C'est des choses on ne se rend pas compte. Moi, j'ai quasiment toujours été chef d'entreprise. Aujourd'hui, même si je mets la micro-entreprise dedans, j'ai 10 sociétés. Donc, Fabien en a au moins 5 ou 6. Yann en a au moins 5 ou 6. Ben, c'est à peu près pareil. Donc, ce mastermind entrepreneuriat, il aura eu lieu les 16 et 17 janvier. Il sera ouvert aux novices comme aux confirmés. Il y aura des intervenants extérieurs. Il y aura des gens qui ont fait de la reprise d'entreprise, des reventes à plusieurs millions. Il y aura des gens qui sont partis absolument de rien, qui ont créé un business à partir de zéro, sans capital, et qui font des dizaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires tous les mois. Des gens qu'on connaît, des gens de la vraie vie, des potes. Donc ça va être encore une fois exceptionnel. Ça sera un mastermind aussi sur mesure. L'idée, c'est vraiment de commercialiser les places assez rapidement pour vous envoyer un mail et vous demander vraiment nous, on a vraiment une idée des choses, on a déjà fait tout le programme, mais que vous arriviez avec des envies et vous repartiez avec des solutions, avec de l'ambition. Même, c'est Ben qui a sorti cette phrase, mais que vous veniez avec vos peurs et vous repartiez avec de l'envie. Et c'est vraiment ça, le but de ce mastermind entrepreneuriat. Ce sera les 16 et 17 janvier. On en a parlé aux gens qui font la parenthèse indépendance, on a déjà pas mal de gens qui sont intéressés. Et voilà, et l'idée c'est de vous envoyer un mail dès que vous êtes inscrit pour savoir ce que vous voulez aborder, vraiment les questions importantes que vous avez pour que vous ne passiez à côté de rien. On prendra une quinzaine de personnes, je pense, sur 2 jours. Ça va être encore une fois génial. Donc voilà, nouveau mastermind, c'est assez excitant de créer ça à partir de rien. Un nouvel événement, ça sera trop bien. Donc bientôt, vous aurez les dates de tout ça. Et j'en ai fini avec les news. Et je vous propose qu'on revienne sur le podcast de la dernière quinzaine. Je déteste les CGP. Et ça, vous m'avez fait exploser les commentaires, un truc de fou. Et vous m'avez aussi fait exploser les écoutes, hein. Ce podcast-là, il démarre hyper fort et il est 2 fois plus écouté que le précédent. Donc, dès que je mets un titre où je dis que je me positionne fermement sur quelque chose, je déteste les CGP, vous me faites péter les écoutes. Et là, ça y est, ça déclenche de la polémique, ça déclenche de la passion. Donc, merci à vous pour tout ça. On va prendre des messages dans tous les sens. J'ai reçu, on va dire, 90% de messages qui allaient dans mon sens et 10% de messages qui allaient dans l'autre. Donc, on va essayer de garder la parité, justement, enfin la parité, la proportion. Voilà un petit peu la teneur des messages que j'ai reçus. Le premier, c'est le message de Sylvie. Sylvie, notre coach Nouveau Départ, hein, mon amie Sylvie, qui me dit « Moi aussi, je peux juste te dire merci pour ce superbe épisode, mais surtout merci pour tous tes conseils au quotidien dans notre cercle amical. Tu m'as aidé à m'instruire et même si je suis loin de tout connaître et maîtriser,
Aujourd'hui, c'est quand même bien plus accessible. D'ailleurs, j'ai ouvert mon compte titre ordinaire pour ma société et le banquier m'a même demandé des conseils lorsqu'il a compris que j'allais investir sur l'indice américain. C'était trop bien de pouvoir partager. Même lui était intéressé et s'est même fait la réflexion que son investissement à 4% dans le Crédit Agricole n'allait pas le rendre riche. Donc voilà, merci copine pour ton message, ça fait très plaisir. Et j'ai voulu vous lire ce message parce que Sylvie, on en a beaucoup parlé avec elle d'investissement avant, et elle n'avait pas beaucoup dans son éducation, elle n'avait pas d'éducation financière. Elle a toujours eu du mal avec ses finances perso, et elle partait de très loin dans ce domaine, et c'est pour montrer que finalement, vraiment, c'est vraiment possible de partir de loin et d'avoir des super résultats, parce que je ne dévoilerai pas les finances de Sylvie, mais en 2 ans, depuis 2 ans qu'elle applique les conseils de la formation, donc c'était au départ investir sereinement en ETF, elle a fait exploser son PEA, et elle m'a dit ses finances ne s'étaient jamais aussi bien portées, donc elle était trop contente, et de quelqu'un qui ne faisait pas de finance, n'avait pas du tout de formation de finance, elle a bien compris les choses et elle en est même à inspirer son banquier. Et c'est ça que je trouvais fantastique, et je lui ai partagé d'ailleurs quand on s'est vu au CrossFit, je crois hier, je lui ai dit, tu te rends compte que tu as compris la méthode et c'est toi qui inspires ton banquier maintenant. Si ça, c'est pas dingue. Et donc, c'est aussi pour montrer que c'est à la portée de tout le monde, et que même quand on part de rien en finance, même quand on n'était pas doué pour les finances perso, pour l'épargne, qu'on avait parfois qu'on se mettait à découvert en fin de mois, que c'était plus difficile, on peut partir de loin, on peut faire une énorme progression, et on peut même jusqu'à aller conseiller et inspirer son banquier en fait. Donc je trouve ça assez dingue. Je te félicite Sylvie, bravo à toi, et je pense que ton message est vraiment très inspirant pour tout le monde. On a un message de mon pote Yann. Yann qui est un ami maintenant, mais qui était j'ai rencontré sur un J'irai investir chez vous, et justement qui avait beaucoup de produits de CGP et qui devait en virer un paquet, et qui apparemment n'avait pas tout viré parce qu'il lui en restait un, et qui m'a dit, Yann nous dit: Hello mon Tony, ton podcast m'aura mis le coup de pied au cul pour clôturer mon dernier compte avec CGP. Merci pour ça. La réponse que j'ai reçue était juste dingue. C'était lunaire. 5 minutes d'arguments tels que: oui, bien sûr, c'est votre argent. Toutefois, vous êtes en train de faire une énorme connerie. Ou bien, oui, votre portefeuille est en moins-value, mais on sait expliquer pourquoi. Oui, ça fait une belle jambe. Quand le marché s'est repris et a dépassé ses plus hauts, c'est pas logique d'être en moins-value en ce moment. Surtout quand on a investi depuis longtemps, je veux dire. Surtout quand on investit sur des indices. Qu'on puisse être en moins-value à court terme avec les fluctuations de marché, bien entendu, c'est possible. Faut s'y préparer. Qu'on puisse être en moins-value ponctuellement si on a un crack et qu'on n'investit pas depuis très longtemps, c'est possible aussi. Mais Yann, c'est un investisseur de long terme. C'est pas possible, c'est pas normal d'être en moins-value. Et Yann nous dit, mais encore, vous faites une énorme bêtise. Nous avons toutes les raisons de penser qu'un rebond s'offre à nous dans les prochaines semaines. Toute ressemblance avec des faits et des personnages existants ou ayant existé serait purement fortuite et ne pourrait être le fruit que d'une pure coïncidence. Donc merci à toi pour ton message, mon pote. Ouais, effectivement, dès qu'on fait confiance à des CGP, on se rend compte que on remet notre destin financier dans les mains de quelqu'un d'autre, et on l'a vu parfois de commerciaux, de gens qui n'y connaissent encore moins que nous au moment où on en est là. Donc formez-vous, faites-vous confiance. C'est les gros montants, hein. Quand vous investissez en immobilier, vous vous formez, vous vous faites confiance à vous-même parce que vous allez lever de la dette. Quand on lève de la dette pour des bonnes choses, c'est un effet de levier, hein. Quand on lève de la dette pour les mauvaises choses, c'est un effet massue. Ça vous écrase encore plus fort. Moi, c'est ce que j'ai subi, cet effet massue avec mon immeuble de Saint-Étienne. C'était une catastrophe. Donc, ma foi, soyez vraiment prudent avec ça. C'est très important. Et en bourse, vous n'avez pas cet effet massue parce que c'est votre argent que vous investissez. Mais si vous l'investissez comme dans ce cas-là avec quelqu'un qui n'y connaît rien ou un commercial qui vous vend un produit, vous vous faites avoir et vous vous retrouvez en moins-value après avoir investi pendant 7-8 ans alors que votre capital aurait dû quasiment doubler ou doubler. Donc c'est pas bon, et vous êtes extrêmement nombreux comme ça. Et Yann, pour le coup, c'est quelqu'un de vraiment aguerri. Et je pense que le fait qu'il lui reste ce dernier contrat, tu me diras si c'est ça, Yann, mais c'est montrer à quel point c'est difficile d'aller voir ces gens-là pour leur dire stop. Et pourquoi ? Parce que quelque part, vous leur coupez une rente. Eux, ils vivent sur votre capital. Tous les ans, ils vont vous prendre 2% de frais pour se rémunérer. Donc là, quand ils retiennent notre Yann, là,
c'est parce qu'ils ne veulent pas se faire couper leur rente. Si vous leur enlevez le capital, vous leur enlevez 2% de rente sur les montants. Donc là, s'il y avait, je sais pas, 100 000 euros, c'est 2 000 euros en moins pour eux chaque année. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, ils s'accrochent à ce qu'ils ont vendu. On a un message de Florian qui nous dit « Hello tonton, trop fort le podcast que j'ai écouté en faisant le ménage dans la chambre de mes filles. Quand j'ai commencé ma vie professionnelle en Suisse, j'ai très vite rencontré un conseiller financier qui m'a proposé d'ouvrir un 3e pilier. C'est un peu une sorte d'assurance vie. Depuis l'ouverture, j'ai mis environ 20 000 francs suisses et à ce jour, elle vaut, roulement de tambour, 14 000 francs suisses. Quel pigeon! Donc du coup, tous les mois, j'y mets le moins possible et selon la société qui gère mon contrat, il faut aller au bout. Donc 40 ans d'épargne pour pouvoir gagner de l'argent. Là, c'est moche. Je ne sais pas comment tu peux... si tu peux pas te sortir de ce genre de placement, mais si vraiment c'est aussi catastrophique, c'est urgent de le faire. Ou alors, reprends au moins la main sur les supports. Je fais une pause dans ton message, mais moi, j'ai une assurance vie au Crédit Mutuel qui m'ont demandé de nantir pour lever de la dette. Donc, entre guillemets, j'ai fait ce choix-là de prendre une de leurs assurances vie. Donc, bien entendu, je me fais éclater. Je crois que j'ai 1,5% de frais par an. Et j'ai pris, pour le coup, par contre, ils voulaient me filer leur gestion. J'ai fait le choix de le faire pendant 6 mois, je crois. Et ils faisaient des arbitrages tous les 4 matins en prenant des frais. Et à la fin de l'année, je leur ai montré qu'elle avait fait un peu de perf, l'assurance vie. Elle a dû faire 300 balles. Parce que je crois que j'ai nanti 20 000 euros. Elle avait fait 300 balles. J'avais en face 300 balles de frais. Je leur ai dit, c'est pas possible, je reprends la main. Donc, c'est que des fonds maison. J'ai pris un fonds Action Monde qui réplique le MSCI World façon Crédit Mutuel. C'était le moins pire. Donc, au final, je dois me taper quasiment 2,5% de frais par an. Mais ça m'a permis de lever de la dette. Donc, c'est sans apport. Donc, c'est moins grave. C'est vraiment un choix conscient que j'ai fait. Mais par contre, leur fonds fait quasiment la perf du MSCI World. Donc, l'un dans l'autre, on va dire que ça va parce que c'est adossé à un crédit. Mais j'ai repris la main sur le contrat parce que sinon, ils faisaient des arbitrages tous les 4 matins en prenant des frais. C'était une honte totale. Donc, je reprends ton message, Flo. Et Flo nous dit « Et nombreux sont les conseillers financiers en Suisse, tout jeunes, qui sont en fait des Français qui ont suivi 3-4 semaines de formation et vont réciter leur poésie auprès de leurs clients potentiels. Mais effectivement, ils ne durent pas longtemps. La dernière fois que j'ai été contacté par un vendeur de Pinel, j'ai passé 2 heures au téléphone avec lui pour qu'à la fin, il admette que je faisais mieux, que je ferais mieux de faire de mon côté que d'acheter leur Pinel qui m'aurait coûté de l'argent tous les mois. » C'est exactement tout ce que tu décris tellement bien tout au long de ce podcast. Voilà mon petit Flo. Effectivement, tu décris une réalité que des gens ont connue, ont rencontrée avec tout le discours. L'argumentaire bien rodé, c'est un tunnel de vente, c'est un entonnoir de vente. Donc, les gens vont vous dire que le placement est sécuritaire, c'est pour ça qu'ils ne performent pas. Vous allez leur dire que vous voulez de la perf et ils vont vous dire « Mais vous voulez protéger votre famille, n'est-ce pas ?» Et là, qu'est-ce que tu veux répondre à ça? Qui ne veut pas protéger sa famille? Et tu te fais avoir et paf, 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 tu tombes dans l'entonnoir de vente. Et à la fin, tu te fais claquer une assurance vie à la con avec des frais dans tous les sens. Tu corrobores encore ce que je voulais dire dans ce podcast. Et voilà, vous êtes nombreux à avoir tenu ce discours. On va passer de l'autre côté maintenant, parce que j'ai un message d'un pote anonyme qui est promoteur et qui me dit tous les CGP qu'on avait, quelle bande de voleurs. Et il me disait, j'en avais rencontré un pour une opération neuve que je vendais, qui était en Pinel. Et le réseau d'agents IMO prenait 12% de commission pour vendre les appartements en Pinel. Donc imaginez-vous, sur un appartement à 200 000 euros, la commission normale d'un agent IMO, c'est autour de 10 à 12 000 euros. Là, il prenait 24 000 euros. Et il disait à mon pote promoteur, ne vous inquiétez pas, pour vous, ça sera $1, on va augmenter les prix de 12%, ça ne changera rien pour vous. Et le client final se faisait avoir et balèque pour ces agences, pour ces vendeurs de Pinel. Donc, c'est dire un peu, quand on se place de l'autre côté, la mentalité de ces gens, quoi. C'est dingue. Alors, pas de mon pote, bien sûr, lui, il vend ses appartes, mais des vendeurs de Pinel, c'est incroyable, quoi. Donc, moi, ça me choque, encore une fois. Et il y aura toujours des gens pour vendre des trucs, il y aura toujours des gens pour se faire pigeonner. Le tout, c'est que
vous ayez une vision éclairée et que ce soit juste pas vous, en fait. Voilà. Moi, c'est tout ce qui m'intéresse, que ce soit juste pas vous. Et parce qu'il y aura toujours des gens qui se feront avoir. Et c'est comme ça. Et c'est moche. Donc, avec ce podcast, j'apporte ma petite pierre à l'édifice en disant, voilà ce que j'aime pas, voilà ce que je veux pas voir, voilà ce à quoi il faut faire attention. Et je dénonce les gens qui se comportent comme ça. Maintenant, je changerai sûrement pas le monde, mais si je peux changer le destin financier de quelques personnes qui m'écoutent, ça sera déjà pas mal. Et on a un message de Kevin. Kevin qui va représenter les 10% à peu près de un message sur 10 que j'ai reçu d'autres personnes qui essayent de défendre les CGP. Et Kevin me dit « Merci Tony pour cette vidéo. Cependant, un CGP sérieux travaille dans l'intérêt de ses clients, surtout quand il est à son compte. Beaucoup de CGP ont conseillé des placements Pinel et ou en SCPI à des personnes où il y a de très bons retours. Nous sommes d'accord. Pas pour permettre d'être libre financièrement, mais plus à l'aise. Je suis d'accord avec toi sur une grosse partie, surtout avec ceux qui bossent en banque, qui vendent uniquement pour celle-ci et pour leurs primes. C'est également le cas avec des CGP à leur compte, mais qui ne prennent pas le temps de faire des formations. Je peux t'assurer qu'il y a des CGP sérieux qui aident leurs clients même à remplir leur feuille d'impôt. Au plaisir de te revoir, Kevin. » Donc, Kevin, finalement, tu corrobores un peu ce que je disais dans le podcast. Moi, je disais, voilà, 90% c'est des mauvais, il y a 10% de bons. J'ai reçu à peu près 10% de gens qui défendaient un peu les CGP comme toi. Et bien entendu qu'on ne peut pas mettre tout le monde dans le même sac. Il y a forcément des gens qui n'ont pas la volonté de s'instruire financièrement, qui ont des métiers peut-être prenants, où ils gagnent beaucoup d'argent, ils ne savent pas quoi en faire, parce que ça arrive. Il y a peut-être des gens qui n'ont pas le temps de s'en occuper ou qui veulent juste payer un peu moins d'impôts. Et là, je sais qu'il y a des CGP qui m'ont écrit aussi, parce que vous avez été nombreux à m'écrire en me disant « Tonton, je suis CGP, est-ce que tu m'aimes toujours ?» Mais c'est des gens, si vous écoutez mon podcast, c'est que vous êtes dans mes valeurs. Donc forcément qu'on s'entendra bien. Et forcément que j'ai confiance en vous pour avoir une bonne mentalité dans votre métier. Donc les 5-10% dont je parlais, c'est ces CGP-là. Des gens qui en ont quelque chose à foutre. Que leurs clients gagnent de l'argent, que leurs clients ne fassent pas une bêtise, qui ont une conscience professionnelle de se dire « je vais faire prendre un crédit sur 20 ans à cette personne, je veux faire attention qu'elle s'en sorte bien. » Ou je veux vraiment qu'ils gagnent de l'argent avec mon placement. Et donc, qui vont conseiller les gens, parfois même en étant indépendants, en se faisant payer une somme fixe, par exemple 1 500 ou 2 000 euros pour l'analyse de patrimoine, et derrière, qui leur font ouvrir des PEA en ligne, des assurances vie en ligne, et conseiller d'investir sur des ETF. Typiquement, c'est d'une certaine façon ce qu'on fait. Alors nous, on conseille rien du tout. On explique ce qu'on ferait, c'est du coaching. Après, les gens font leurs propres décisions. Mais typiquement, c'est aussi ce qu'on fait. On offre nos perceptions aux gens, on leur montre ce qu'on ferait dans leur situation, et après, libre à eux de l'appliquer ou pas. Mais c'est en tout cas comme ça que je conçois ce métier. Dès que les gens sont commissionnés sur un produit, s'il y a vraiment des grosses commissions, on reste des humains, et on peut être tenté, dans un moment où on a besoin d'argent, de conseiller des placements qui nous rapportent plus d'argent, et sur lesquels la personne a moins à gagner. Je dis pas que c'est bien, je dis c'est pas du tout éthique, mais il y a peut-être des gens qui sont tentés de faire ça en tout cas. Donc voilà, je pense qu'il y a encore des gens intègres. Je le disais de la même façon, moi quand les gens ont payé pour la parenthèse indépendance, pendant 3 jours, je coupe mon téléphone, c'est mon rôle, c'est une responsabilité que les gens s'ils arrivent avec des questions, ils repartent avec des solutions, ils repartent avec des pistes, ils repartent avec de l'envie, ils repartent avec une envie de croquer le monde, une envie d'atteindre leurs objectifs, d'y arriver, et une feuille de route. Voilà, c'est pas, ils ont payé, donc maintenant je m'en fous, quoi. Et il y a beaucoup de CGP qui ont cette mentalité-là. Je claque mon produit, puis on verra bien. Et Kevin, merci en tout cas d'avoir rétabli l'équilibre, parce qu'il y a aussi beaucoup de CGP qui m'ont écrit et qui me disent « Tonton, on se reconnaît dans ce que tu dis, on n'a pas du tout cette mentalité, on fait ce métier avec éthique. » Donc c'était important de le souligner, bien sûr. Il y a des gens qui sont bons, il y a des gens qui travaillent bien. Maintenant, à vous, si vous avez fait appel un jour à un CGP, de bien identifier cette personne. Et encore une fois, je le disais, la meilleure façon de le voir, écoutez ce qui sort de la bouche, comparez-le aux actes. Regardez les actes de cette personne. Demandez-lui comment elle a fait son argent. Demandez-lui où elle place son argent. Demandez-lui, regardez quelle voiture elle conduit. Ça ne veut pas dire que ce soit une grosse voiture, mais au moins une voiture qui ne soit pas cabossée de partout. Demandez-lui où elle vit, où vivent ses enfants, sous quel régime elle est mariée, quels sont ses investissements, est-ce qu'elle investit dans l'immobilier. Posez-lui la question. Une personne qui fait ce qu'elle prône, c'est toujours une personne toujours.
j'aime pas faire des raccourcis comme ça, mais c'est très souvent une personne en qui vous pourrez avoir confiance. Si maintenant la personne vous dit oui, mais Zinedine Zidane, alors c'est le mauvais exemple, mais et Didier Deschamps aussi, mais le coach de Nadal, il n'est pas plus fort que lui au tennis. Ouais, ok, d'accord. Il est quand même très très bon. Donc les théoriciens, les machins, vaut mieux vous en passer et vous focaliser sur des gens qui ont fait les choses et qui mettent leur bouche là où ils mangent, quoi. Comment dire, je me suis paumé avec cette expression, mais vous l'avez compris. En tout cas, qui font ce qu'ils disent et qui disent ce qu'ils font. Voilà, ça ira mieux comme ça. Donc, on en a fini avec les retours sur le podcast de la dernière quinzaine. Merci à vous. Et on va attaquer le sujet de cette semaine. Un sujet qui m'a été inspiré par le documentaire d'Inoxtag que j'ai eu la chance d'aller voir au ciné. Je vais vous expliquer tout ça. Un podcast sur Kaizen, l'esprit shonen et surtout les critiques que ça a suggérées. Vous allez voir, on va en parler. Ça va être l'occasion encore une fois de parler du chemin, de parler des rêves, de parler de toutes ces choses qui nous plaisent et qui nous font du bien et qui nous permettent d'avoir, à mon sens, en tout cas, une vie heureuse. Mais vous allez voir, j'en dis déjà trop. On va prendre le temps parce que j'étais parti pour faire un podcast où j'avais pas trop de notes. Cette semaine, comme je pars en moto en Sardaigne la semaine prochaine, je me suis dit, qu'est-ce que je fais comme podcast? J'avais un petit peu moins de temps pour le préparer aussi et finalement, je me suis laissé prendre au jeu. Je crois que j'ai passé 3 heures à préparer le podcast et j'ai fait 8 pages de notes. Donc, on est ensemble pour un petit moment, je pense. Donc, pourquoi déjà j'ai eu envie de vous parler de ça, de Kaizen? C'est l'art de s'améliorer petit pas par petit pas. Pourquoi j'ai eu envie de vous parler de ça? Ben justement, la semaine dernière, j'ai eu la chance d'aller voir le film d'Inoxtag au ciné, donc qui s'appelle Kaizen, qui retrace son ascension du mont Everest, et j'ai adoré. Donc, je vais vraiment prendre le temps pour ceux qui ne le connaissent pas. Kaizen, c'est un des plus grands youtubeurs de Kaizen. Inoxtag, c'est un des plus grands youtubeurs de France. Il a 22 ans, il a presque 9 millions d'abonnés. Et il y a 1 an, il s'est lancé ce défi de grimper l'Everest. Et il a sorti un film au ciné qui est sorti le lendemain sur YouTube. Donc, je suis allé voir ce film, si vous êtes passé à côté en tout cas. Mais je vais prendre le temps de vous expliquer tout ça. Et le film, je l'ai trouvé exceptionnel. Et je pensais que tout le monde allait être unanime. Parce que je vois pas comment on peut avoir de l'aigreur en face de ça. Et que tout le monde allait être unanime avec peut-être des nuances. On n'est pas obligé d'aimer Inoxtag, bien entendu, mais qu'on l'aime ou qu'on n'aime pas le personnage, ce garçon, moi je le trouve plutôt attachant, mais qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, face à cet exploit, face aux valeurs que porte le film, ben moi je vois pas comment on peut être aigri face à ça. Et pourtant, il y a eu une vraie lame de fond de haters. Il y a même une vidéo qui est sortie le soir même où il y a un mec, un daron comme moi, un gars qui doit avoir la quarantaine, qui a fait une chronique, je ne vais même pas dire son nom parce que c'était tellement infect, je ne veux pas lui faire de la publicité, mais il a fait une chronique sur sa chaîne YouTube de 30 minutes, il est critique cinéma sur YouTube. Une chronique de 30 minutes avec une violence inouïe pour descendre ce jeune de 22 ans. Au début, il a dit qu'il allait commenter le film et finalement, il s'en est pris directement à la personne, quoi. C'était des attaques personnelles. Et je me suis dit, mais comment on peut être aussi méchant, surtout quand on a le double de son âge? Comment on peut être comme ça? Et je me suis dit, si les gens haineux se permettent de parler, de déverser leur haine comme ça, ben moi aussi, il faut que je rétablisse l'équilibre naturel des choses en donnant mon avis élogieux sur ce documentaire. Et donc moi aussi, je vais faire mon analyse pour dire ce que je pense, mais pas forcément ce que je pense du film, mais plutôt ce que je pense des personnes qui ont émis ces critiques, ou plutôt de pourquoi elles l'ont fait, parce que je pense qu'il y a vraiment quelque chose à aller chercher, du coup, là-dessus. Parce que, selon moi, si ce film, il a suscité de la jalousie chez certaines personnes, ou de la haine, ou même peut-être chez toi qui écoutes ce podcast, hein, c'est possible, un petit goût de seum, pour moi, c'est le signe que tu as quand même quelque chose, un petit problème, un petit quelque chose au fond de toi à résoudre. Parce que, pour moi, hein, au lieu de ressentir ces émotions-là, de la haine, de la jalousie, ce film-là, il devrait susciter une envie de se dépasser, une envie de réaliser ses rêves et vraiment une envie d'avancer pour moi. Alors, qu'est-ce qui s'est passé, hein? Qu'est-ce qui a bien pu se passer pour que pour certaines personnes, on en arrive là? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, une fois de plus, cet événement, ce film, ce sera mon prétexte pour analyser un phénomène qui,
une fois passé le premier mépris qu'on pourrait avoir pour ces gens qui descendent en flammes, un petit jeune de 22 ans, bah, laisse place à une tristesse en fait. Au fond de moi, une tristesse pour ces gens, parce qu'on dirait qu'ils rêvent plus. Alors que la vie, elle est tellement courte. Aujourd'hui, on va parler de succès, on va parler de critique, on va parler de rêve et de la façon dont certains choisissent eux-mêmes de se rabaisser plutôt que de s'élever. Mais avant ça, on va mettre un peu de contexte. Alors, quelle est mon histoire avec Inoxtag? Qui c'est ce garçon? Moi, la première fois que j'ai vu Inoxtag de toute ma vie, je ne le connaissais pas. C'était dans une émission sur Amazon Prime que j'aime bien, qui me fait marrer, enfin, en tout cas, où je passe un bon moment, qui a lieu une fois par an. C'est Celebrity Hunted, où c'est une émission où il y a des célébrités qui doivent se cacher dans toute la France. Et il y a des anciens, des services secrets ou des RG qui doivent les rechercher avec tous les moyens qu'ils ont pour le faire. Donc, bien entendu, c'est romancé. Hein. Je pense que entre ce qui est vrai et ce qui est faux, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est vraiment sympa. Et c'est la première fois que j'ai vu Inoxtag dans cette émission. Il était accompagné de son pote Michou, qui est aussi youtubeur. Et ces deux fous, ils m'ont vraiment régalé pendant toute la saison. Même s'ils ont perdu à la fin, ils ont vraiment joué le jeu avec la candeur de gamins de 20 ans. C'était vraiment très, très marrant. Et du coup, par la suite, ma plus jeune fille, elle l'a découvert aussi sur YouTube. Et du coup, on regardait ses vidéos ensemble, les vidéos d'Inoxtag ensemble sur sa chaîne, 1 ou 2 fois par mois. On passait vraiment des bons moments, même si je ne suis pas le public de la chaîne d'Inoxtag. En regardant les vidéos en famille, je trouve que vraiment, pour moi, il régale tous les âges. Donc, on a vraiment passé un bon moment. On passait vraiment des bons moments ensemble à regarder les vidéos. Et ensuite, en bon fan de voiture, j'aime beaucoup les vidéos d'Akram et de GMK. Et figurez-vous que Inoxtag est devenu entre-temps super pote avec GMK. Et la preuve aussi que je trouve qu'Inoxtag, il s'adresse aussi à toutes les générations, c'est qu'il a 10 ans d'écart avec GMK pour le coup. Et ils sont vraiment potes. Et ils font des vidéos ensemble et c'est un duo improbable. Et moi, ils me font mourir de rire. Si vous voyez pas qui c'est, mais Inoxtag, il doit faire 65 kilos tout mouillé de chaud, je pense. GMK, il doit plus en faire plus de 120 à mon avis. Ça fait un peu les Laurel et Hardy modernes. Et voilà, ils me font vraiment marrer et passer des bons moments ensemble. Et au-delà de la rigolade, il y a un peu plus d'1 an, Inoxtag, il a décidé de se reprendre en main, puisque voilà, il se laissait aller entre la bouffe, même le rythme de vie, et il faisait pas beaucoup de sport. Et il y a 1 an, il s'est dit, je vais me lancer ce défi fou de monter l'Everest. Il s'est lancé ce défi-là. Et donc, il a décidé de le faire extrêmement sérieusement, où il a pris un coach sportif. Il a rencontré un vrai passionné de haute montagne, Mathis, qui d'ailleurs avait émis beaucoup de réserves au départ. Avant de former un YouTuber pour monter l'Everest, il s'est dit, on va laisser la chance au produit, je vais le rencontrer, je vais voir ce que ce garçon il a dans le ventre, et ensuite je me déciderai pour savoir si je le forme ou pas pour monter l'Everest. Et Mathis a accepté, et du coup j'ai pu suivre la préparation d'Inoxtag pour l'Everest toute l'année dernière sur sa chaîne avec ma fille. Voilà, il y a à peu près une vidéo par mois, donc regardez ça. Et j'ai vu sa progression. Et c'était juste dingue, quoi. Il est parti de quelqu'un qui savait quand même en marchant. Moi, je marche beaucoup aujourd'hui. Je fais à peu près 15 000 pas par jour. Il était à 143 BPM en marchant. Donc, ça en dit long sur la condition physique. Et l'année dernière, il a fait le GR20 en 6 jours. Il a monté le Mont Blanc. Il a monté d'autres sommets qu'on voit dans son documentaire, dont on va parler dans la vidéo. Et c'était assez impressionnant, à la fois de découvrir son amour pour la montagne, parce que c'était une histoire d'amour naissante entre lui et la montagne, donc c'était assez touchant de voir ça, et sa progression folle. Et il est même passé dans ma ville, chez moi, là, juste à côté, à 5 minutes du bureau, à Sport 2000, pour s'équiper, parce qu'il a fait une étape où il a dormi en montagne, à 30 km de la maison. Donc voilà, c'est rigolo aussi. Et c'est ça aussi, Inoxtag, c'est l'envie de changer, c'est l'envie de s'améliorer, c'est l'envie de franchir des étapes pas à pas, pour se réaliser, c'est l'esprit shonen. Mais c'est quoi au juste l'esprit shonen, justement? Les shonen, c'est les mangas pour ados au Japon. Vous l'avez vu, moi aussi, j'ai été marqué. Hein. J'ai Sangoku derrière moi, j'ai un Gundam dans mon studio. Parce que, voilà, pour ma part, moi, je vous le disais, c'était Dragon Ball Z. Ça a été GTO aussi.
Naruto, encore plus le manga Hippo, par exemple, sur le domaine de la boxe. Et à chaque fois, c'est shonen, c'est l'histoire d'un héros qui part pas avec les meilleures armes du monde. C'est pas le plus fort, c'est pas le plus grand, c'est pas le plus musclé, c'est pas le plus rapide. Mais par contre, c'est lui qui a la plus grosse envie de s'améliorer. Et il a une résistance, une résilience à toute épreuve. Donc, on peut faire preuve d'esprit shonen au CrossFit, de partout dans la vie pour chercher à s'améliorer. Et pour Inoxtag, lui, c'est One Piece, avec son héros Luffy, qui représente vraiment ce parcours. Luffy veut devenir le meilleur des pirates et il lâche rien pour y arriver, petit pas par petit pas. Et d'ailleurs, Inox, il a monté l'Everest avec son chapeau de Luffy dans le dos. C'est le chapeau de paille avec le petit tour rouge. Et d'ailleurs, la photo a fait le tour du monde. Il y a même la Toei Animation qui a reposté ça sur Instagram. Pour Inox, c'est des achievements, des réalisations qui sont énormes. Il a porté l'amour de plein de gens pour Luffy jusqu'en haut de l'Everest. C'est très inspirant, c'est très touchant pour beaucoup de gens. Et d'ailleurs, Luffy de One Piece, moi, c'est pas tout à fait ma génération. Je me suis tenu à jour, j'ai lu quelques mangas, j'ai vu le film. C'est juste que j'ai pas le temps de me mettre à jour, mais apparemment, c'est vraiment trop bien. Et le peu que j'ai lu et le film que j'ai vu sur Netflix, j'ai déjà adoré. Mais Luffy, il a inspiré un paquet de gens de sa génération, du Raptor qui a même utilisé le générique pour son podcast, à Patrick Abibora, le combattant de MMA, où il fait des réels, où il se prend pour Luffy, où au début de ses combats, il a le chapeau de Luffy sur la tête. Et c'est dingue que ça ait inspiré tous ces gens. Et c'est des gens qui ont vraiment l'esprit shonen. Le Raptor, il a créé une marque de nutrition aujourd'hui qui est mondiale, pour le coup, qui est en train de devenir mondiale. Patrick Abibora, il a une progression à MMA qui est folle. Et donc, One Piece et Luffy a joué un vrai rôle dans leur vie et dans ce dépassement de soi, quoi qu'il arrive. Donc pour moi, c'était Dragon Ball, mais finalement, moi, c'était la même chose. J'ai toujours eu cet esprit shonen de se dire petit pas par petit pas, à la muscu, répétition par répétition, au crossfit, kilo par kilo, dans l'invest, appart par appart, immeuble par immeuble, à la bourse, euro par euro en DCA, on s'améliore, on avance. Et l'esprit shonen dans la culture manga, c'est cette lutte, c'est ce dépassement de soi. C'est des petites victoires qui mènent à la réussite. C'est je tombe 9 fois et je choisis de me relever 10. Et ce parallèle, en fait, il est hyper puissant avec le parcours d'Inox, parce que Inox, c'est un véritable personnage de shonen. C'est pour ça qu'il est si attachant. C'est un gars qui a commencé tout petit, derrière un écran, à 11 ans, qui s'est dit que tout était possible. Il y a un mème qui est très célèbre, où il dit à 11 ans, imagine, on devient des légendes un jour. C'est un peu ce qui est en train de se passer, d'une certaine façon, parce que ces photos sur l'Everest, elles tournent dans le monde entier avec son chapeau de Luffy. Et à 11 ans, il commence à fédérer autour de lui une communauté. Et son parcours à Inox, c'est la définition même du Kaizen. Chaque jour, un petit pas de plus. Chaque jour, un défi relevé. Et c'est aussi pour ça qu'il a appelé son film documentaire sur l'Everest Kaizen. Le Kaizen, qu'est-ce que c'est ? C'est un concept japonais qui signifie littéralement amélioration continue. C'est très adopté dans le domaine professionnel. Le mot, il est composé de 2 kanji. Kai, c'est changement, et zen, meilleur. Et donc, sur le plan personnel, quand c'est adapté au perso, le Kaizen, il est adopté pour l'amélioration de soi, que ce soit dans les habitudes de vie, dans les apprentissages ou même dans la gestion du temps. Et l'accent, il est mis sur l'idée que même un petit progrès chaque jour, ça peut conduire à des résultats qui sont significatifs sur le long terme. Même comme ça me fait penser à bourse exponentielle, mais bourse exponentielle, c'est ça, c'est des petits DCA. Se contraindre à mettre 300 € tous les mois, c'est pas facile sur un budget. Mais voilà, c'est des choix difficiles pour une vie facile. Parce que quand 30 ans après, on a 1 million, la vie, elle est beaucoup plus facile. Donc voilà, ces petits progrès, chaque jour, petit pas par petit pas, ça fait des intérêts composés et ça fait des résultats qui sont vraiment significatifs sur le long terme. Et ça correspond à une philosophie d'évolution positive, progressive, où on cherche constamment à devenir meilleur, à s'améliorer. Et donc, Inox, c'est dans cet état d'esprit qu'il a décidé de monter l'Everest. C'est pas juste gravir une montagne, mais c'est devenir meilleur dans le processus, jour après jour. Que la montagne, ce soit le prétexte pour son changement. La finalité, c'est l'Everest, mais le vrai objectif, c'est le chemin pour y parvenir. Et donc, avec ça, avec son doc, Inox, il a cassé Internet. 24 millions de vues en 5 jours. Au moment, en tout cas, où j'enregistre ce podcast, ça constitue
un des meilleurs lancements de l'histoire du YouTube français. Il était fan de PNL, du clip ODD qui avait tout explosé. Il a explosé les PNL et le clip ODD. Et surtout, le film est sorti au cinéma en séance unique et il a fait 360 000 entrées pour cette séance unique. C'est un record absolu. Et le directeur général de MK2, le distributeur du film, il a même dit que même dans le reste du monde, un tel événement, ça s'était jamais vraiment produit. Donc il y a déjà des polémiques qui arrivent du monde du cinéma parce que ça respecte pas la chronologie habituelle des médias, ou un film il peut pas être au cinéma la veille et se retrouver sur YouTube le lendemain. Mais si ça s'était arrêté là, les critiques, ça serait bien. Parce que si le film, majoritairement, il a suscité un engouement plutôt incroyable de partout, il a aussi reçu de vives critiques, et ça sera le point de départ de justement ma réflexion de la semaine. Parce que voilà, à 90%, c'était dithyrambique, mais voilà, quelles ont été les principales critiques? C'est 10%, justement. Alors le but, c'est pas de répondre en détail à chaque critique, c'est juste de montrer que les critiques qu'il y a eu, à mon sens, c'était trop, quoi. Et c'était vraiment odieux. Le vrai festival de l'aigreur, justement, face à un exploit pareil. Je vais vous en lire une ou deux pour donner le ton, mais ensuite on ira plus dans la généralité pour préserver notre bien-être, notre jardin intérieur mental et se préserver de cette bile, de cette aigreur d'estomac. Donc le genre de commentaire, c'était ça. Tu me donnes ces moyens et je te le fais easy, frérot, sans préparation et sans égo trip de leçon de vie. Comme quoi, leçon de vie, on n'en a pas besoin, quoi. J'ai eu aussi, j'ai pas de leçon de vie à recevoir d'un millionnaire. On a file-moi le demi-million et le temps libre pour la préparation et c'est parti. J'essaierai d'épargner un peu les Sherpas tant qu'on y est. Mais à quelle heure, frérot, on va te donner 1 million et on va te donner du temps? À toi d'aller le chercher. Personne ne te doit rien. On va avoir le temps d'en parler. Je spoil. On en a un quatrième. Gravir l'Everest avec de l'oxygène, c'est comme faire le Tour de France avec un vélo électrique. Eh ben voyons. Ça, c'était celle que je voulais vous lire telle quelle, mais je vais vous résumer dessous les autres pour vous faire une belle synthèse. Je vais commenter brièvement à chaque fois parce que ça m'énerve trop, mais on aura le temps d'y revenir. Et voilà, sachant qu'avec cet épisode, je ne veux pas chercher à répondre aux critiques. Le but, c'est pas de donner des arguments pour répondre aux critiques, parce que des critiques, il y en aura toujours. Il aurait donné son 1 million d'euros à une assos, ça serait de la démagogie. Il le dépense dans l'Everest, il aurait dû le donner à une assos. Quoi qu'il fasse, de toute façon, ça sera jamais bien. Je veux juste essayer de comprendre dans ce podcast pourquoi les gens formulent ces critiques et pourquoi avec autant de véhémence, et qu'est-ce que ça cache pour ces gens-là. Et comme je suis tonton mindset, quelle solution je peux essayer de leur apporter pour leur offrir une vie plus douce, plus heureuse, plus joyeuse et avec moins d'aigreur d'estomac pour pas se faire un ulcère. Donc voilà, les commentaires, grosso modo, c'est facile pour lui, il est riche. C'est facile pour lui, pour qui il se prend pour donner des leçons de dev perso. Je ne sais pas où vous étiez à 22 ans, il y en a sûrement parmi vous à 22 ans qui avaient des grosses responsabilités, peut-être même qui travaillaient pour faire vivre une famille. Moi, ça serait mentir que de dire ça. À mon cas, moi, à 22 ans, j'étais toujours en études d'école d'ingénieur. Bon, je bossais beaucoup pour mes études, mais j'étais très insouciant le week-end. J'étais à 1000 lieues de me poser des questions de développement personnel. J'étais plus trop en train de subir, plutôt vraiment en train de subir ma life. Un autre commentaire, il ne se soucie pas de l'écologie. Alors, il a redescendu lui-même 20 kilos de déchets, je crois, de l'Everest. En tout cas, il a redescendu plus de déchets que ce qu'il a monté. Donc moi, la question que j'ai envie de poser à cette personne, c'est toi, quand tu as fait l'Everest, combien de kilos de déchets tu as redescendu? Ah oui, tu parles, mais tu n'as pas fait l'Everest, en fait. Donc, donc tais-toi, juste. Après, je ne suis pas un spécialiste de l'écologie, donc je n'irai pas m'étendre sur le sujet. Mais je trouve que c'est facile de parler, quoi. Autre commentaire, il n'a pas parlé des Sherpas. Donc ça, pour moi, là, je peux parler un peu plus parce que pour moi, c'est des paroles de gens qui sont jamais sortis de France. En 2016, j'ai eu la chance de faire le Kinor et le Spiti en Inde. Donc c'est la partie himalayenne, la partie indienne de l'Himalaya. Et là-bas, j'avais trop kiffé avec nos guides locaux, puisque voilà, j'avais des guides moto, mécaniciens moto, et on rigolait, on leur sortait des conneries toute la journée, on rigolait ensemble. Et pour eux, bien sûr que
c'est des déplacements loin de leur famille, c'est parfois éprouvant, mais ils ont besoin du tourisme pour vivre. Alors bien sûr que si tu compares par rapport à un Européen, c'est des métiers difficiles, mais pour eux, leur confort de vie, il s'améliore énormément. Ils peuvent faire vivre leur famille aussi. Donc c'est de la démago, encore une fois, de dire il a pris des Sherpas ou il n'en a pas parlé. Et en plus, j'ai vu le documentaire, il a beaucoup parlé de ces Sherpas. Là, il les a invités à Paris et il est en train de kiffer avec eux. Il leur fait découvrir la ville. Il les a mangés au kebab. Et il les a vraiment mis en avant. Ils étaient avec eux au Grand Rex. Donc c'est trop facile de dire ça. Autre commentaire, l'Everest, c'est facile. Bon, là aussi, je ne me prononcerai pas. Apparemment, de ce que j'ai vu, c'est pas le sommet le plus dur au monde. Mais avant, il a fait l'Amadablam. C'est dans le documentaire, c'est une montagne à 6800 mètres, je crois. Et le truc est zinzin. De renommée mondiale, c'est une montagne qui est très difficile. C'est quasiment de l'escalade, c'est vertical. Il l'a fait, c'est dans le documentaire. Je ne pense pas que je sois capable de faire ça. Et je ne pense pas que les gens qui commentent soient capables. Et la dernière, il a eu besoin de l'oxygène pour le faire. Et quand j'ai fait l'Inde, justement, quand j'ai fait Kinnaur et Spiti, j'ai dormi au lac Chandratal, dans la vallée du Spiti, dans l'Himalaya. C'était à 4300 mètres et c'était déjà extrêmement dur de dormir là-bas. C'était très, très difficile. L'air est très sec. On se réveille la nuit. On a les sinus qui sont secs. Il faut beaucoup s'hydrater. C'est difficile. Et dans la journée, on est monté à 5200 mètres. Donc plus haut que le Mont Blanc, 400 mètres plus haut que le Mont Blanc. Je vous garantis que c'était déjà très costaud. Et là, avec l'Everest, il est quasiment à 9000 mètres. C'est l'altitude où les avions de ligne volent. Donc voilà, je trouve que c'est dommage. Et pour le coup, là, c'est des fois des alpinistes qui l'ont fait. Ils ont minimisé son exploit. Mais c'est un peu comme quand Squeezie organise le GP Explorer et il remplit le circuit Bugatti du Mans comme personne ne le remplit. Et il se fait vomir dessus par certaines écuries. Il y a énormément d'aigreur et de jalousie. Alors, pourquoi les gens ils sont aussi méchants? C'est la question que je me suis posée. Alors, pour les moins pires, les gens qui critiquent comme ça, comme les alpinistes, dans l'exemple que je prenais, ils voient une personne qui n'est pas du sérail, qui vient pas de l'alpinisme, et ils ont l'impression que ça va leur enlever quelque chose. Mais pour moi, c'est un défaut de perception. Au contraire, la démarche d'Inox, elle est vachement respectueuse. Il a pris Mathis, qui est un vrai guide de montagne, un vrai savoyard de la yacht, et qui l'a aidé tout pendant qu'il lui a fait aimer la montagne. Inox, il se fait accompagner tout le temps de lui. Ça met plutôt pour moi un coup de projecteur sur la discipline. Et je ne serais pas surpris de voir bientôt un engouement des jeunes pour la montagne. Et donc, c'est plutôt bon pour les affaires. Et je suis persuadé que, bien sûr, qu'il y aura des débordements, mais la plupart du temps, ça sera fait de façon respectueuse, comme il y a eu un engouement pour le karting et les sports mécaniques depuis Squeezie. Donc, ça amène de l'argent. Donc, je trouve que c'est dommage de rager. Donc, je ne vais pas passer trop de temps sur ces critiques-là. Je voudrais plus m'étendre sur les critiques des gens du quotidien qui, pour le coup, ont vraiment vomi de la haine avec, en prime, c'est facile parce qu'il est riche. Et il se prend pour qui? J'ai pas de leçon de développement personnel à recevoir d'un millionnaire. Et on m'a envoyé sur Insta un post d'un dessinateur qui s'appelle Marceau, qui résumait, je trouve, bien les choses finalement, où il disait en gros, grimper l'Everest, ça coûte cher, donc direct, on en conclut qu'Inox, c'est juste un mec riche et qu'il n'a aucun mérite. L'effort qu'il a fourni passe à la trappe et tout ce qu'on regarde, c'est son compte en banque. Et comme il a aidé par des Sherpas, ça y est, c'est un bourgeois qui s'est fait porter tout le long en exploitant en plus la misère humaine. Pourtant, il répète sans arrêt que ce soit l'Everest ou n'importe quel autre projet, il faut s'accrocher, viser haut, tenter l'impossible. Et ça, c'est vu comme l'apologie de la méritocratie, ce fameux concept qu'on nous vend, mais qui pour certains n'existe pas et ne sert qu'à avantager les bourgeois. J'ai voulu lire son message parce que je crois que je l'aurais pas mieux dit. Et en fait, je me suis dit en rigolant, en fait, Inox, il défend des valeurs qui sont plutôt réac finalement, plutôt des valeurs libérales. Et donc, c'est peut-être ça qui déplaît à certains aussi. Le dépassement de soi, c'est peut-être plutôt des valeurs libérales. Et je me dis que finalement, pour les gens qui ont émis les critiques, c'est aussi compréhensible si je me fais l'avocat du diable, si je me mets à leur place. Parce qu'on peut le voir avec les impôts qui augmentent sans arrêt, toujours plus, où dès qu'on gagne un peu d'argent, on nous en prend la moitié. Les taux de crédit qui remontent et qui finalement n'empêchent pas, mais compliquent l'accès à la propriété, à acheter des invests. On peut avoir l'impression que la marche pour devenir riche, ou même pour s'élever, pour vivre ses rêves,
elle est de plus en plus dure à monter. Mais encore une fois, pour moi, c'est une question de perception. Et si on en a envie, là où il y a une volonté, il y a vraiment un chemin. Alors, le seul point positif que j'ai vu dans ces critiques, c'est que dès qu'on est riche, le racisme n'existe plus. Tout le monde est logé à la même enseigne. J'ai pas vu une seule critique raciste. J'ai vu que des critiques sur le fait que c'est un sale riche. Et je me dis, au moins, on a gagné ça. Voilà, tu n'es enfin plus critiqué sur tes origines, quelles qu'elles soient. T'es juste un sale riche dès que t'as des sous. Donc, c'est au moins le seul point positif que je vois. Ça m'a fait marrer. Mais voilà. Et puis, on a aussi assisté à ce que moi, j'appelle le concours de vertu. Et c'est quelque chose que je déteste. Concours de vertu aussi sur l'utilisation de son argent. Ah, moi, si j'avais eu 1 million, je ne l'aurais pas dépensé bêtement dans l'Everest. Je l'utiliserais pour de grandes causes. Voyons. J'aimerais bien voir ça. Et surtout que je pense qu'Inox fait énormément pour beaucoup d'assos. Et il est discret, il dit rien. C'est souvent ça. Hein. Ceux qui en parlent le plus, c'est souvent ceux qui en font le moins. Et donc, je le disais, je vais parler un peu de ces dangers du concours de vertu parce que ces derniers temps, on a assisté à ça. Moi, c'est ce que j'appelle le concours de vertu. Et ça donne des trucs du genre « Ah, si j'avais 1 million, j'utiliserais pour de grandes causes. Si j'avais 1 million d'euros, je le donnerais aux pauvres au lieu de monter une montagne. » Ou encore « Moi, si j'avais été à la place d'Inox, j'aurais bien mieux traité les Sherpas. » Et puis, le classique, moi, j'y serais jamais allé parce que je respecte l'écologie. Et je trouve que faut jamais rentrer dans le concours de vertu parce que ce concours de vertu, il est perdu d'avance. Et aujourd'hui, c'est impossible d'être parfait. Alors, et souvent, la plupart des gens qui passent leur temps à dénoncer la paille dans l'œil du voisin, ils ont une poutre dans leur œil. Et quand on regarde bien, ceux qui donnent des leçons, à minima, ils ont un smartphone qui est bourré de terres rares qui ont été extraites dans des conditions douteuses, peut-être en Afrique ou en Chine. Ils portent des fringues made in Bangladesh, qu'ils ont peut-être achetées sur des sites comme Shine ou chez Primark. Là encore, pour l'éthique, on repassera. Hein. Peut-être qu'ils roulent en diesel, diesel qui fait des microparticules qui polluent à fond. Bref, tout ce beau monde va prêcher la morale et en fait, on retrouve finalement les mêmes contradictions. Et quand on se lance dans la course au plus vertueux, à celui qui lave plus blanc que blanc, pour moi, c'est perdu d'avance. Et en fait, ça me fait vomir ce genre de critique. Et je rigolais parce que je dis c'est doublement d'avance parce que même le Christ n'était pas aussi vertueux. Le Christ, quand même, qui disait que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre. Alors franchement, jouer au concours de vertu, c'est un peu perdu d'avance et on ferait mieux de balayer devant sa porte. Mais voilà, si jamais vous écoutez ce podcast et que vous vous reconnaissez dans les gens qui ont critiqué ce documentaire, même un tout petit peu, il est urgent d'agir. Et pourquoi ? Pourquoi, si ça vous gratte, est-ce que c'est urgent d'agir ? Qu'on apprécie ou pas le personnage d'Inox Tag, il y a peut-être des gens, c'est un jeune, il parle en jeune, peut-être que ça peut agacer, je ne sais pas. C'est une chose, mais si vraiment, après avoir vu Kaizen, ton premier réflexe, c'est d'avoir le seum, plutôt que d'avoir du respect ou de l'admiration, pour moi, c'est un petit signe que tu as le virus en toi. Ce petit virus que j'ai très gentiment appelé le syndrome de l'attentisme. Et si tu veux être heureux dans la vie, pour moi, tu dois éradiquer chaque sensation de ce syndrome. Et l'idée de ce syndrome, c'est que les gens qui en sont atteints, ils préfèrent rester à ne rien faire, souvent de peur de se planter. Et les causes, pourquoi on est atteint de ce syndrome, elles en sont multiples. Ça peut être du manque de confiance en soi. Ça peut être la capacité à rêver qui est brisée, comme ça m'est arrivé. Ça peut être la perte de goût dans la vie, la peur du regard des autres aussi, un environnement négatif ou toxique. Et l'expression de ce syndrome, c'est l'aigreur. Et c'est de là que vient cette aigreur. Et dans une interview que j'ai vue cette semaine, Inox disait « Je voulais transmettre ce message, moi, avec mon documentaire. Kaizen, c'est se dépasser au quotidien, petit pas par petit pas. Il n'y a pas de grands rêves, il n'y a pas de petits rêves. Le but, c'est pas de monter l'Everest, c'est juste de monter votre montagne à vous, votre petite montagne. Et le problème de ce message, c'est qu'il te montre que c'est possible, que petit pas par petit pas, il y a une voie, que même si la route est longue, même si elle est difficile, le chemin est possible. Et la conséquence de tout ça, c'est que tu t'arrêtes de te victimiser, quoi. C'est que ça peut te responsabiliser et ça peut même te culpabiliser
Parce que c'est bien plus facile de se mettre dans la plainte, c'est bien plus facile de se dire de toute façon c'est pas pour moi que de se mettre en mouvement. Et quand on est atteint de ce syndrome, voir quelqu'un réussir, ça peut parfois faire ressortir en nous des émotions difficiles quand on est en train de passer à côté de notre vie. On peut se sentir frustré, on peut se sentir jaloux. Et du coup, prendre son clavier et se montrer moqueur ou hargneux sur les réseaux. Et on finit par croire qu'on ne mérite pas mieux et que c'est notre personnalité. Voilà, que finalement, on est comme ça. Mais voilà, moi je pense, encore une fois, que ces sentiments, si tu sens que tu as ce seum en toi, ils ne doivent pas te définir. C'est des signaux qui te montrent que ça y est, c'est l'heure, quoi. Il est temps de te recentrer sur tes propres rêves et te libérer de ce syndrome, de l'attentisme. Alors, tonton, comment on s'en libère de ce syndrome ? Justement, ce syndrome, c'est une fracture qui finalement, à mon sens, résume bien un peu le mal français qu'on a ici. Et j'avais vu justement cette semaine une vidéo d'un youtubeur muscu que j'aime bien, qui s'appelle Nash Befit. Je ne sais pas si vous le connaissez, il fait des réels qui sont bien rigolos. Et il fait aussi des émissions, des réactions que j'aime bien regarder. Et en fait, il se faisait la même réflexion que moi. Et il ajoutait que finalement, lui aussi, avant de décider de reprendre sa vie en main, il y a quelques années, il aurait réagi exactement de la même façon. Parce qu'il avait été élevé avec cette vision que si une personne est riche, c'est qu'elle a forcément pris son argent dans la poche de quelqu'un d'autre. Et c'est une vision un peu manichéenne, un peu naïve même, du méchant riche contre le gentil pauvre. Si c'était si simple, ça serait bien. Et lui, un jour, il a décidé de changer. Et il l'explique dans sa vidéo. Il dit qu'un jour, il s'est dit, mais en fait, pourquoi pas moi ? Alors, il a décidé d'essayer et il a réussi à se faire sa place sur YouTube aujourd'hui et il a réussi à vivre de son contenu. Et tous les gens critiquent Inox qui est riche, mais Inox, c'est un self-made millionnaire. Il est critiqué parce qu'il est riche, mais il le doit qu'à lui-même, à son travail, à sa personnalité. Et oui, bien sûr, aussi un peu à la chance. Mais cette chance, il allait la provoquer, il allait la chercher. Et la chance, elle sourit qu'aux gens qui se mettent en mouvement. Elle sourit rarement à ceux qui restent dans leur canapé. Et d'ailleurs, quand on a posé la question à Inox si l'argent faisait le bonheur en interview, il a répondu « L'argent, c'est l'essence et le moteur, c'est la motivation ». Et je dirais même en fait que l'argent, c'est la conséquence parce que il fait ce qu'il aime au quotidien. Et c'est comme ça qu'il a gagné de l'argent. Et l'argent, finalement, ça a été la conséquence de sa passion et de l'énergie qu'il a mis dedans. Et du coup, ça s'auto-alimente parce que son moteur, c'est la motivation. Et cette motivation lui apporte de l'argent et ainsi de suite. Et là où il faut faire attention, c'est que tous ces gens-là, ceux qui critiquent, ils rêvent aussi d'être riches et qu'on ne me dise pas le contraire. Je compte plus le nombre de commentaires qui disaient moi aussi, donne-moi un demi-million et à l'Everest, je le fais. Sauf que les gars, personne ne vous doit rien. La vie ne vous doit rien. Et surtout, on ne peut pas devenir ce qu'on déteste. C'est pas possible. Tu peux pas à la fois détester les riches et toi-même vouloir en devenir un. Si tu as une mauvaise opinion des riches, c'est ça qui te retient. C'est ton premier frein dans tes valeurs. Tu peux pas détester quelqu'un pour ce qu'il représente et vouloir lui ressembler. C'est pas possible. En termes de valeurs, ça fonctionne pas et ça va être compliqué d'activer la loi de l'attraction avec ce type de vibration. On va pas se mentir. Donc, si tu critiques une Oxtag sur l'argent qu'il possède ou qu'il est capable de générer avec ses sponsors, demande-toi plutôt pourquoi tu as ce problème avec la réussite financière. Pose-toi sincèrement cette question entre nous. Qu'est-ce qui te bloque par rapport à ça ? Qu'est-ce que ça te fait au fond de toi ? Parce que si tu veux vraiment changer ta vie, tu peux pas devenir ce que tu détestes. Et c'est une vraie question à te poser. Inox, il n'a pas hérité de sa situation. Il a su saisir des opportunités. Alors toi aussi, je te pose la question. Quelle est la dernière action que tu as faite pour tes rêves ? Est-ce qu'au fond de toi, tu n'as plus de rêves ? Est-ce qu'au fond de toi, tu te dis pas, comme je me suis dit à un moment, putain, mais je vaux mieux que d'aller tous les jours dans ce putain de bureau et d'y passer 40, 50 heures par semaine. Et moi aussi, je mérite ça. Et en fait, je ne sais pas comment l'atteindre. Et est-ce que je ne suis pas frustré, en fait, tout simplement ? Parce que moi aussi, je suis passé par là. Je vous en parlerai tout à l'heure, mais voilà, je le vois pour moi. Parfois, il y a des gens qui me disent « Mais toi, c'est facile, tu as de l'aisance à l'oral. » Mais la première fois que j'ai acheté un micro à 60 balles, je me rappelle, c'était un micro Tonor sur Amazon. Je voulais pas investir trop d'argent parce que j'avais peur de pas aller au bout. Je l'ai déballé, il y avait le pied de micro, c'est le même pied. Le pied que j'ai, il n'a jamais bougé, il a 5 ans.
Je l'ai déballé, j'ai commencé à parler dedans et c'était catastrophique. Le premier podcast que j'ai sorti, je m'étais entraîné déjà 4 ou 5 fois à faire des podcasts à blanc. J'ai fini par sortir ça parce que je me suis dit, sinon je sortirai jamais rien, mais allez l'écouter, allez le chercher sur la chaîne. Pour moi, c'était éclaté, le son est éclaté, mon ton de voix, on voit que je me cherche, on dirait que j'ai pris de la coke, je suis hyper excité, je suis pas naturel du tout. Et pourtant, je l'ai fait, j'ai essayé parce que en fait, je rêvais de faire des podcasts depuis 2016. Je rêvais de faire des podcasts et j'ai attendu 3 ans. J'ai commencé en 2019. En plus, je n'allais même pas chercher mes réponses. Si ça ne m'avait pas plu, j'aurais passé 3 ans à rêver pour rien. Et en fait, ça a été une révélation. Je me suis éclaté. Et que je fasse des écoutes ou pas, il y a des gens qui regardent, je sais, de l'extérieur, qui se disent « Ouais, te rends compte, 50 podcasts, il a même pas 6000 abonnés sur YouTube. » Mais c'est déjà fantastique, j'adore, c'est déjà génial. Une vie de liberté, ça fait 20 000 écoutes par mois, c'est déjà merveilleux. Et surtout, comme vous l'avez vu quand j'avais l'enthousiasme au début de ce podcast, quel plaisir de mettre mon casque, quel plaisir de me retrouver derrière cette caméra, quel plaisir de vous faire ces podcasts, je kiffe trop. Et donc, je l'ai fait, j'ai essayé parce que j'en rêvais et aujourd'hui, je me suis fait ma petite place avec une vie de liberté. Et il y a quand même des gens qui me disent « Oui, mais pour toi, c'était facile. » Alors que non, ça n'a pas été facile. J'ai mis 3 ans à me lancer. Mes premiers podcasts, c'était pas ouf. Et il faut toujours faire des efforts. Et aujourd'hui, je fais toujours des efforts, petit pas par petit pas. Là, je voulais aller plus vite pour préparer ce podcast. J'étais pas satisfait, j'ai recommencé. J'ai dû passer 4 ou 5 heures à le préparer pour le coup. Aujourd'hui, ça fait partie des plus longs que je mets du temps à préparer. Et ce sera sûrement pas le meilleur parce que le temps qu'on y passe ne veut pas dire que ce sera meilleur. Mais voilà, chaque fois, je dois être à 500 podcasts. Chaque fois, c'est un petit peu plus facile pour le coup de me mettre derrière le micro parce que chaque fois, je l'ai fait une fois de plus et je suis un peu plus à l'aise et je mets moins de temps à me mettre en mouvement. Et les premiers temps, il me fallait une demi-heure à bégayer pour y arriver. Aujourd'hui, c'est un peu plus facile. Mais c'est jamais vraiment facile. Il faut toujours faire des efforts, petit pas par petit pas, vers ses rêves. Et pour moi, c'est une question de persévérance. Et en fait, on doit prendre du plaisir dans l'effort. On doit retrouver ce goût de l'effort, ce goût du devoir accompli. Parce que vraiment, le bonheur, il est ici, il est dans le processus, il est dans le chemin. Moi, le meilleur moment, finalement, c'est quand je le vis, c'est quand je l'enregistre, le podcast. C'est là où ça doit être le plus cool. Et je vous le disais tout à l'heure, aussi, je le vois encore dans mon parcours. Je me suis fixé un objectif de patrimoine qui est assez élevé. Et ce qui compte, en fait, pour moi, finalement, c'est pas forcément de l'atteindre, même si je sais que j'y arriverai parce que je suis déterminé. Mais ce qui compte, c'est comment je vais le faire. Avec mes investissements, avec la bourse, avec le marchand de biens avec Ben, avec mon aventure avec les gentlemen avec Yann, avec mon aventure avec Nouveau Départ avec Fabien, et aussi notre aventure tous les 4 dans nos séminaires communs, et notre aventure tous ensemble sur ce podcast avec la communauté. Et finalement, si j'obtenais tout de suite mon objectif de patrimoine, là je me connecte sur mes comptes et j'ai tout, si on me le donnait tout de suite, si je le gagnais au loto par exemple, mais j'aurais rien appris du tout, j'aurais rien appris. Et c'est aussi pour ça que les gagnants du loto, ils se retrouvent tous ruinés. C'est parce qu'ils n'ont pas appris comment gérer cet argent sur le chemin. Et finalement, ça enlèverait toute la beauté de cette quête, parce que le jour où j'aurai réussi, où j'aurai atteint cet objectif de patrimoine, fondamentalement, rien n'aura changé autour de moi. Parce que je connais des gens qui l'ont déjà aussi, et je vois qu'ils ont à peu près la même vie que moi. Mais moi, par contre, j'aurais changé. J'aurais changé parce que je l'aurais fait. Je saurais comment faire, et je saurais comment j'ai fait. Je saurais le refaire, je saurais l'enseigner aux gens, je saurais l'expliquer. Et pour que les choses, elles aient de la valeur, elles doivent se gagner par l'effort. Et c'est ça qui se perd. C'est ça qui fait la valeur des choses et à quel point on a travaillé, à quel point on a fait marcher son cerveau pour les avoir. Et je parle de tout ça avec beaucoup d'humilité, je vous le disais tout à l'heure, parce que comme Nash Befit le disait dans sa vidéo, ça a aussi failli m'arriver dans une certaine mesure, peut-être à un moment. J'aurais pu tomber dans ce syndrome de l'attentisme permanent, parce que en y repensant, ça se retrouve même dans certains de mes tout premiers podcasts où il y avait malgré tout, malgré moi, peut-être même à l'époque, une part d'hypocrisie. Et c'est pas grave pour le Tony d'il y a 5 ans, mais cette hypocrisie, elle venait de la peur de ne pas réaliser mes rêves, de ne pas aller au bout de ce que j'avais envie d'entreprendre. C'était tellement gros ce que je voulais que ça me faisait peur. Et à cette époque, ma colonne des rêves, au sens de la PNL, elle était cassée. J'adorais les voitures. J'ai toujours bien aimé les voitures. Et j'avais des ambitions comme avoir mon propre bureau, garage, repère façon Fast and Furious. Mais je me disais que c'était même pas la peine d'y penser parce que, au fond de moi, j'avais peur de jamais y arriver.
Alors je finissais presque par me mentir à moi-même et me dire que finalement les voitures, je les aimais peut-être pas tant que ça et que j'aimais peut-être juste les regarder, mais que les posséder, ça servait peut-être à rien. Et puis un jour, j'ai réussi à me bouger, en fait, à sortir de ce syndrome de l'attentisme, à réellement y croire et à me dire que je le méritais moi aussi, à me fixer des nouveaux défis. Et j'ai décidé d'aller chercher ce que je voulais vraiment, en fait, de tenter cette quête, de me dire, OK, ce que j'ai fait, c'est déjà bien, mais je peux pas m'arrêter là. Faut que j'aille chercher plus loin. Et aujourd'hui, je suis en train de construire cette vision. Je suis en train de rendre ces rêves réels petit à petit. Et c'est incroyable. Et ça s'est révélé pour moi quand j'ai réalisé mon hypocrisie au sujet des voitures. Ça a été un peu le déclic, mais ça s'est répandu dans tout le reste de ma vie. Et aujourd'hui, je vis des aventures folles. Je fais du parapente. Je voyage dans des pays qui me faisaient rêver. Le Japon, les USA. Je pars avec mes potes en road trip moto en France, à l'étranger. J'emmène mes enfants à l'école le matin. Je passe du temps en famille. Je fais des podcasts. Je me crée vraiment mes expériences sur mesure. Et avec son documentaire et son ascension, je trouve que c'est exactement ce qu'Inox nous dit. Il faut aller chercher cette vie qu'on veut vraiment. Et la preuve que ça touche énormément de gens, ce discours, qu'on en a plus que jamais besoin, c'est cet engouement populaire incroyable qu'il y a eu autour de ce documentaire. Ça montre qu'il y a un vrai soutien, ça inspire, ça fait rêver les gens. Et je compte même plus le nombre de personnes qui m'ont dit qu'ils avaient pleuré au cinéma. Pourquoi ? Parce que c'est beau de voir quelqu'un réaliser ses rêves, c'est hyper inspirant. Ça touche des gens pour qui il reste de l'espoir. Soit ils vivent quelque chose, comme Inox, dans leur propre vie, avec leurs rêves qu'ils sont en train de réaliser, soit ils ont des rêves enfouis et ça les motive, ça leur donne envie d'y aller, ça leur donne envie de se mettre en mouvement, ça leur prouve que tout est possible. Et puis, on l'a vu, il y a les autres, malheureusement. Ceux qui prennent leur clavier pour balancer de l'aigreur. Et pourquoi c'est grave ? Pourquoi c'est triste pour eux ? Parce que c'est un message qui dit que tu peux te transcender, que le bonheur, c'est le chemin, que la vie, elle est courte, qu'il faut croire en ses rêves et qu'il faut se battre pour les réaliser. Mais c'est tellement dur à entendre, c'est tellement violent qu'ils préfèrent réduire tout ça à des clichés cyniques. Waouh, c'est juste un mec qui a grimpé une montagne. Super. Et en fait, avec du cynisme, on peut toujours réduire l'histoire à ça. C'est comme pour mon histoire et tout ce que j'ai traversé depuis des années. Tu peux aussi tout résumer à ça. Ouais, une vie de liberté, c'est un mec, il avait une boîte de travaux publics, après il est devenu riche, et maintenant il a du temps, il fait du parapente. Youpi, youpi l'inspiration. Voilà, je te rends le truc nul en une phrase. Et on en oublie que ce qui compte, plus que la finalité, c'est le chemin. Parce qu'en vrai, combien de choses dans le monde ont été faites qu'on pourrait résumer à ça sert à rien. À quoi ça sert de faire la voiture la plus rapide du monde ? À quoi ça sert de faire des avions, de faire voler un tas de ferraille ? À quoi ça sert de voler en parapente ? À quoi ça sert de faire un beau jardin bien taillé chez soi ? Et on en revient un peu à ce que j'avais dit dans un de mes podcasts sur la beauté. Il y a plein de choses qui servent à rien, mais c'est pour ça qu'elles sont terriblement essentielles. Et c'est d'ailleurs même l'histoire de la phrase qui avait été lancée par Georges Mallory, l'alpiniste, qu'il avait lancé avec désinvolture et peut-être même avec une pointe d'agacement à l'époque déjà, envers le journaliste qui lui posait la question « Pourquoi gravir l'Everest ?» Et il avait répondu « Parce qu'il est là. » Voilà. Pourquoi j'ai gravi la montagne ? Parce qu'elle était là. Oui, ça sert à rien. Peut-être que ça sert à rien. Mais c'est tout ça l'aventure. Et moi, Kaizen, j'avoue que j'ai eu ma petite larme au cinéma. Et pourquoi j'ai eu ma petite larme ? Parce que je me suis vu moi aussi. J'ai vu le petit Tony de 36 ans avec des rêves plein la tête, qui avait une vie qui lui correspondait pas du tout, qui était prisonnier d'un bureau, prisonnier d'un rythme de vie, et qui voulait juste vivre, qui voulait juste faire une pause, et qui s'est bougé le cul pour aller chercher tout ça. Alors oui, bien sûr, l'argent, il est passé par là. Inox, il y arrivait avec de l'argent, c'est vrai. Moi aussi, j'ai atteint mon indépendance financière. Mais le plus grand exploit, son plus grand exploit à Inox, c'est d'avoir cru en ses rêves. C'est un gamin de 11 ans qui faisait du streaming. Et oui, tout le monde réussira pas. Et c'est vrai, c'est injuste. Mais si tu n'essayes pas, tu le sauras jamais. Et en tout cas, ce qu'il y a de sûr, c'est que si tu n'essayes pas, tu y arriveras jamais. Et le plus triste, c'est ceux qui ont refusé d'essayer. C'est ceux qui sont devenus cyniques. Et j'en ai autour de moi. Je vois la vie qu'ils mènent. Des gens qui ont renoncé, qui se sont dit « Non mais ça marchera jamais, j'y arriverai pas ». Et c'est ça la critique la plus triste. Ils ont arrêté de rêver. Leur colonne des rêves, elle est vide. Comme la mienne, elle l'a été à un moment donné. Et je sais ce que ça fait parce que je suis passé par là. Quand tu es dans cet état, tu deviens cynique, tu es triste. Et ces gens-là, malheureusement, ils sont comme ça.
Et il y a des vérités qui méritent vraiment d'être dites. Tu peux pas être heureux en enfonçant quelqu'un d'autre. Les gens heureux, ils enfoncent pas les autres. Les gens heureux ne critiquent pas les autres. Tu remarqueras, tu te fais jamais emmerder dans la vie par des gens heureux. Et tu peux pas être pleinement heureux si tu réponds pas à tes besoins, si tu réponds pas aux envies qu'il y a au fond de toi, à ces désirs profonds que tu veux réaliser. Et on n'a pas tous les mêmes chances au départ. Mais ce qui compte, c'est ce qu'on fait avec ce qu'on a. Alors si tu te retrouves dans ce que je dis, si tu ressens ce petit pincement de jalousie ou d'agacement en regardant des gens comme Inox réussir, pose-toi cette question. Qu'est-ce que ça dit de moi? Et surtout, qu'est-ce que je peux faire dès aujourd'hui pour changer ça? La situation dans laquelle tu es, c'est peut-être pas de ta faute, mais en sortir, par contre, ça, c'est ta responsabilité. Et tu peux en sortir, tu peux le faire. Et c'est aussi toute la base de la PNL. Ok, on n'est pas tous avec les mêmes cartes, mais est-ce que je décide de voir le verre à moitié vide ou est-ce que je décide de le voir à moitié plein? Qu'est-ce que je peux faire avec les cartes que j'ai? Comment je peux voir la vie du bon côté? Comment je peux atteindre mes objectifs? Comment je peux être heureux tout simplement avec ce que j'ai? Et plutôt que de me plaindre en me focalisant sur ce que j'ai pas, je préfère mettre mon focus sur ce que j'ai déjà et sur le bonheur que ça m'apporte. Et ça te permet de construire des bases solides pour la suite, pour réfléchir à ce dont tu as besoin pour être heureux et enfin te donner les moyens d'aller le chercher. Alors je te propose un petit exercice. Prends 5 minutes aujourd'hui pour réfléchir à un des rêves que tu as mis de côté, un truc que tu penses peut-être impossible ou que tu penses peut-être trop difficile. Et ensuite, au bout de 5 minutes, là, dès que le podcast est fini, tu fais un tout petit pas vers ce rêve. Même si c'est juste l'écrire quelque part, sur une feuille ou dans tes notes, même si c'est juste faire une recherche dessus. Le plus important, et c'est Inox qui nous le montre, c'est de te mettre en mouvement. Je suis pas en train de te dire que c'est facile, mais je te dis que tout est possible à ton échelle. Il faut juste commencer quelque part. On approche de la fin de ce podcast, alors que finalement retenir de ce documentaire d'Inoxtag? Qu'est-ce qu'on peut en retenir? C'est que la première chose à laquelle j'ai pensé, c'est quand le sage montre la lune, l'imbécile regarde le doigt quelque part. Tout le monde a parlé de l'Everest, tout le monde a parlé de son argent, de tout ce qu'on peut lui reprocher, mais le vrai message du documentaire, le vrai message d'Inox, c'est que ce qui compte, c'est pas la finalité, mais c'est le parcours, c'est le chemin, c'est l'évolution. Et c'est ce qui est beau dans le parcours d'Inox, c'est pas le sommet qu'il a atteint, mais c'est chaque pas qu'il a fait pour y arriver. Et c'est ça, la vraie leçon de vie. C'est que si tu es bloqué aujourd'hui, commence ce premier pas. Peu importe à quel point il est petit, ce qui compte, c'est que tu sois en mouvement. Et on arrive déjà à la conclusion de ce podcast, à notre Inox qui nous aura inspiré cet épisode. Je trouve qu'il est vraiment sincère et attachant et il a fait les choses avec la candeur d'un mec de 22 ans qui n'a pas oublié de rêver. Alors oui, il a peut-être lu trop de mangas, ou il a peut-être joué à trop de jeux vidéo, mais il n'a pas été encore ramené dans le terre-à-terre par le fatalisme de notre société. Et ça fait du bien. Il est solaire et il nous montre que la vie, c'est un truc qui se vit et pas en mode démo. Et pourquoi on se reconnaît tant dans Inox? Parce que peu importe qui on est, Inox, c'est peut-être notre grand frère, notre petit frère, notre pote, notre cousin, notre neveu, notre fils, ou peut-être même notre petit-fils. Et on souhaiterait vraiment le meilleur pour tous ces gens. Alors si jamais tu ressens un petit pincement de jalousie ou de critique quand tu vois quelqu'un comme lui réussir, c'est peut-être un signe que tu dois repenser à tes propres rêves. C'est une invitation à te remettre en route, petit pas par petit pas. Kaizen. Je vous retrouve ici dans 15 jours et d'ici là, je vous souhaite le meilleur. Et vous le savez, je vous souhaite, par-dessus tout, de vivre libre.